Eh bien bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des EFAP Café. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à la fois les étudiants et puis les professionnels qui sont venus nous écouter, nous voir et discuter avec nous, débattre avec nos intervenants ce soir, que ce soit sur le campus à Lyon ou bien en direct sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Petite mention pour les personnes qui nous regarderaient en direct via le lien YouTube. N'hésitez pas à vous saisir du chat pour poser des questions qui seront lues à la fin de nos débats. On consacrera évidemment un temps, une quinzaine de minutes au moins de débat, de questions-réponses entre la salle, le chat et puis nos participants. Aux participants que je vais présenter tout de suite. Donc, on a la chance d'avoir un panel assez riche ce soir avec Tom Drevard qui est docteur en droit, il va nous l'expliquer, qui est spécialiste de ce qu'on peut appeler la biodiversité urbaine. Jean-François No qui est directeur général délégué du cabinet EOD. Là aussi, vous nous expliquerez quelles sont vos fonctions exactement. Et puis, Oriane Tanquéré, qui est responsable de programme chez un promoteur un petit peu particulier qui est Habité. Et puis, Oriane, je vous laisse commencer en quelques instants, les uns et les autres, hein, vous présenter en 2 minutes maximum, pour nous présenter qui vous êtes et puis en quoi votre parcours, vos fonctions actuelles ont un lien avec le sujet d'aujourd'hui, le sujet que je n'ai finalement même pas présenté, mille excuses, qui est la biodiversité. Je vais y arriver. La biodiversité est-elle un impensé pour l'immobilier? Et je vous laisse commencer, Oriane. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, moi, je suis Oriane Tancret. Comme vous pouvez le constater, je sors d'une extinction de voix, mais ça ne m'empêche pas d'être ravie d'être là ce soir. Donc, moi, je suis responsable de programme chez Habité. Habité, c'est un promoteur immobilier qui, en effet, a quelques particularités. La principale particularité d'Habité, c'est que c'est un promoteur qui est monté sous forme de SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc ça a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'on n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires. Donc on ne distribue pas de dividendes. La totalité des bénéfices qui sont générés par l'entreprise sont réinjectés dans l'entreprise. Donc ça déjà, c'est un premier impact assez fort puisque on a la volonté de définanciariser le logement, de proposer une approche qui ne soit pas financiarisée. Et la deuxième particularité des SIC, c'est que donc on est dirigé par des collèges de sociétaires. Donc au lieu d'avoir des actionnaires, on a des sociétaires. Et ces sociétaires sont répartis en collèges. Et donc nous, chez Habité, nos collèges sont divisés dans les parties prenantes de l'acte de construire. Donc on a des collectivités, on va avoir des habitants, on a des entreprises, on a des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvres, et on a des partenaires bancaires, etc. Voilà, habiter, donc la raison d'être de l'entreprise, ce pourquoi elle a été créée, c'est de créer des logements le plus écologiques possible à des prix en dessous des prix du marché. Donc la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui en tant que responsable de programme, c'est que c'est une question que j'aborde finalement tous les jours dans mon métier. Moi, je considère que la question d'habiter, elle est inhérente à la relation qu'on entretient avec la biodiversité. Et après, c'est un choix, on va dire, sociétal euh, de, de voir de quelle manière on souhaite interagir avec l'environnement qui nous entoure. Voilà, on a pu décider d'être en interface sans avoir beaucoup de connexion. Aujourd'hui, c'est une question qui est beaucoup remise en avant dans l'acte de construire, de savoir quelle connexion on entretient avec l'environnement qui entoure la construction et pendant la construction également. Donc voilà, en fait, c'est inhérent à mon travail. Voilà. Merci Oriane, c'est vraiment très intéressant et je suis vraiment aussi content que vous soyez là ce soir parce que c'est une question qui revient souvent
Oui, mais quand on fait des études environnementales, eh bien, ça coûte plus cher. Mais en fait, on ne peut pas garder une marge, une rentabilité au projet immobilier lorsque l'on fait ce type de démarche-là. Et peut-être que vous apporterez des éléments de réponse à ces interrogations et peut-être que ça suscitera aussi des questions dans la salle. Merci d'être là. On va dans l'ordre et puis on avance avec Tom. Je te laisse te présenter en quelques instants également. Oui, bah alors moi je suis Tom Dromard, je suis chercheur postdoctoral à l'Institut de droit de l'environnement à Lyon 3 et aujourd'hui je travaille sur les fermes publiques, mais j'ai travaillé dans le cadre de mes travaux de thèse sur la protection de la biodiversité urbaine au Canada et en France, au Québec et en France. Et je m'intéresse toujours à ces questions-là, au croisement du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement. Merci Tom. Donc Tom va représenter le regard juridique aussi ce soir dans le cadre de nos débats. Et puis on a un regard évidemment technique, scientifique, en tout cas écologique, dans le sens le plus scientifique du terme, Jean-François. Voilà, donc moi je travaille dans un bureau d'ingénierie et de conseil en environnement, donc EOD. Je suis écologue de formation, donc j'ai fait des études d'écologie. Et ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur des projets urbains ou d'aménagement pour mes clients, aussi bien dans des démarches volontaires que réglementaires, on en reparlera. Et ça fait 20 ans que donc voilà, on essaye de concilier biodiversité et aménagement pour nos clients. Et en parallèle, on a des sujets de R&D, recherche et développement, sur le sujet de la nature en ville. Voilà, comment évaluer la nature en ville et comment intégrer la nature en ville. Voilà la raison de ma présence. Merci Jean-François. Voilà autant de thématiques qui vont potentiellement susciter pas mal d'interrogations tout au long de la soirée. Alors pourquoi on s'est intéressé à cette question du lien entre immobilier et biodiversité? Parce que c'est un sujet qui fait évidemment l'actualité. On en parle beaucoup. C'est un sujet aussi qui intègre, et on est dans une école, hein, et qui intègre aussi les programmes de formation. Certains diront peut-être trop. Mais en tout cas, justement, pour tordre le cou un petit peu à cette idée-là, pourquoi on s'intéresse autant à ce phénomène, en tout cas cette notion de biodiversité dans le cadre de nos formations et dans le cadre de nos recherches aussi en tant qu'enseignant-chercheur et dans le cadre de nos réflexions, eh bien, tout simplement parce que c'est un intérêt évidemment omniprésent dans le cadre des activités immobilières. D'ailleurs, j'ai repris ici une couverture hein, de la couverture de la revue Très Urbain. La biodiversité se niche dans les projets immobiliers et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose non plus d'inconnu. Hein, le fait qu'on ait véritablement ces liens-là entre biodiversité et projets immobiliers, parce que la nature finalement est partout. On le dira peut-être aussi tout à l'heure. La nature en plus a horreur du vide, ce qui a potentiellement des conséquences d'un point de vue des études environnementales et d'un point de vue des projets immobiliers. Ici, on a un rouge-queue à l'écran. On posera la question aussi, finalement, est-ce que c'est aussi important d'avoir un rouge-queue sur le terrain d'assiette d'un projet immobilier ou bien une salamandre? Qu'est-ce que ça a comme impact? Mais toujours est-il que ce soit une salamandre, un rouge-queue ou autre chose, eh bien, on a de la vie sur nos terrains d'assiette des projets immobiliers. Et donc, parfois, ça fait, je l'ai mis aussi ici, ça fait parfois grincer des dents de la part des porteurs de projets immobiliers. Peut-être que la biodiversité est aussi souvent vue comme étant un frein au projet et c'est aussi quelque chose qu'on l'on discutera ensemble. En tout cas, c'est particulièrement important de questionner ces enjeux-là. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, la question de la biodiversité, elle est primordiale aujourd'hui puisque l'on fait face à ce qu'on appelle la sixième extinction de masse des espèces, dans le sens où on a ce qu'on appelle plus communément aussi l'érosion de la biodiversité. Bref, on perd des espèces. On a moins de mammifères, moins d'insectes. On va plutôt commencer par je vais me faire reprendre par l'écologue. Moins d'insectes, donc moins d'oiseaux, moins d'avifaune, moins de mammifères. Tout ça est lié, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes. Les écosystèmes sont en train d'être détruits par les activités économiques, par les activités humaines anthropiques. Et on se rend compte aussi que si ce n'est pas le premier facteur de destruction de la biodiversité, les activités immobilières concourent à cette érosion et cette destruction de la biodiversité,
Voilà pourquoi on met en évidence, hein, c'est le CGEDD, donc le Conseil général à l'environnement et au développement durable, hein, donc c'est l'État, un organisme d'État, et qui précise bien, études scientifiques à l'appui depuis plusieurs années, plusieurs décennies, que 30% des impacts sur la biodiversité sont notamment causés par la destruction, l'artificialisation des sols. Voilà pourquoi on parle tellement de ce lien entre biodiversité et projets immobiliers. On pourra potentiellement aussi parler de l'artificialisation des sols. Ce sont des thématiques qui sont bien connues aussi des acteurs de l'immobilier, de nos étudiants. On ne va pas faire plus longtemps là-dessus, mais dans tous les cas, l'immobilier contribue donc à la perte et à la fragmentation des habitats, contribue dans tous les cas au changement climatique, à la surexploitation des ressources. La question des ressources qui sont utilisées par les projets immobiliers eh bien, est un enjeu majeur. Ça contribue aussi à la pollution. Ça peut aussi contribuer à l'introduction d'espèces exotiques et envahissantes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important dont on n'a pas forcément conscience, mais lorsqu'on plante des arbres, de la végétation d'agrément, eh bien, on va aussi potentiellement importer des espèces végétales, mais potentiellement aussi animales, qui n'ont rien à faire ici. Là aussi, on pourra éventuellement approfondir cette thématique-là. Ça a un impact forcément sur la compétition entre les espèces et donc sur la biodiversité en général. Donc, l'activité immobilière a un impact sur la biodiversité, ce n'est plus à démontrer. L'important, c'est de savoir ce qu'on en fait. Bon, de façon tout à fait provocatrice, ça m'a beaucoup amusé de mettre ce petit dessin. Faites un geste pour la biodiversité, végétalisez un promoteur immobilier. Ça m'a beaucoup amusé. Ce qui nous amène finalement, après ce constat, et ce contexte très rapidement dressé, cette question, est-ce qu'on peut encore, en tant qu'acteur de l'immobilier, en tant que promoteur immobilier, est-ce qu'on peut encore ignorer les enjeux environnementaux? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question-là tout au long de nos échanges. On part quand même avec un a priori négatif, hein. On ne peut plus ignorer ces enjeux environnementaux et on va voir comment on y fait face. Je ne sais pas si d'ailleurs cette petite présentation et ce contexte vous fait réagir les uns les autres en une minute. Je sens que Jean-François a envie de réagir avant d'aller sur le fond du sujet. Ouais, parce que en effet, quand on parle première chose, quand on parle de la sixième extinction, ça nous paraît un peu abstrait. Donc, quand j'ai quelques élus un peu réfractaires, je leur donne quelques images. Donc, le moineau domestique, espèce la plus a priori commune de nos villes, c'est moins 80% en population, en densité. Donc, ils ont perdu 80% de leur effectif. Et on dit à ces élus qu'au Moyen Âge, pendant la peste, la population humaine a perdu 30 à 40% de sa population. En fait, les Boineaux, ils ont vécu ça je crois que c'est 30 ou 40 ans, la peste. En 15-20 ans, ils ont vécu le double. Voilà, c'est juste pour donner des ordres de grandeur et en quoi c'est pas une image incroyable, c'est la réalité et ce que ça veut dire en termes scientifiques de ça. Donc voilà, c'est pour donner une image un peu plus concrète de ce que c'est que la perte de biodiversité. Ouais, et c'est très bien de le repréciser. Je dis souvent aussi à mes propres étudiants, alors je ne suis pas très très vieux. Par contre, dans mon enfance, je voyais beaucoup plus de papillons. Ouais, certes, ça fait marrer certains. Euh, Par contre, à l'échelle de mes 35 ans, en fait, je me souviens que quand j'avais moins de 10 ans, je voyais beaucoup plus de papillons qu'aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand on va aussi dans d'autres pays, dans d'autres environnements, par exemple dans les îles britanniques, par exemple, on loue une voiture en Écosse ou en Irlande, on traverse l'Irlande, l'Écosse, eh bien, il y a un phénomène extraordinaire des moustiques sur le pare-choc. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis ma tendre enfance. Donc, c'est aussi en termes d'ordre de grandeur et pour percevoir en fait cette perte de biodiversité, c'est assez, je trouve, assez parlant. Oui, je voulais juste revenir aussi sur ce que tu disais, mais il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome du référentiel glissant ou le syndrome de la référence glissante, et qui renvoie à ce que tu dis, c'est qu'on a une expérience sur notre durée de vie
de ce phénomène d'extinction de masse. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que la référence à partir de laquelle on part, c'est déjà une référence dégradée. Et qu'en fait, cette expérience qu'on a du déclin des populations, de certains insectes, de certaines espèces, et notamment les pêcheurs aussi qui remarquent la dégradation de la population de poissons à l'endroit où ils pêchent, ils héritent déjà d'une référence qui est dégradée par rapport aux générations précédentes. Et c'est aussi une question qui est très délicate quand on parle par exemple de la remise en état ou de la renaturation, etc. C'est la question de quel est le référentiel sur lequel on se base. Et très souvent, on part déjà d'un référentiel qui est un référentiel dégradé. Merci pour cette précision. Peut-être qu'Oriane, vous avez aussi envie de réagir à ce qui a été présenté rapidement. Pas particulièrement, c'est plutôt une réaction sensorielle, mais j'ai remarqué récemment qu'on entend beaucoup moins les oiseaux. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on constate à une échelle de 5 ans, même pas, voilà, sans avoir besoin d'aller trop loin dans l'enfance, parce qu'en effet, on n'a pas forcément la même durée de vie. Et donc, simplement, à l'échelle de quelques années, en fait, on constate déjà des évolutions qui sont impressionnantes à vivre à l'œil nu, quoi, dans notre référentiel de vie à une si courte échelle. Alors, on a réentendu les oiseaux pendant le Covid et donc on s'est réhabitué à entendre les oiseaux pendant le Covid et maintenant on se rend compte que quand on reprend nos activités, on n'entend plus les oiseaux. Voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ok. C'est là aussi où on se rend compte de l'impact des activités humaines. Effectivement, pendant le Covid, on a entendu les oiseaux et en Amérique du Nord, on a vu des grands mammifères, voire des prédateurs, ou bien entrer dans les villes, ou bien en Angleterre aussi, encore plus de renards entrer dans les villes. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà, merci pour ces partages autour de cette question, donc qui n'est plus à débattre, hein, en tout cas, on est en train de vivre ce moment-là de l'érosion de la biodiversité. Nous, sur notre secteur de l'immobilier, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On a fait ce constat, mais l'objectif, c'est aussi de donner un petit peu de positivité, d'optimisme dans tout ça. On va commencer par analyser justement cette relation entre l'immobilier, les acteurs de l'immobilier et la biodiversité. Et finalement, à votre sens, et peut-être qu'on va pouvoir commencer par vous, Oriane, à votre sens, quelle est la perception de la biodiversité par l'ensemble des acteurs de l'immobilier et puis plus particulièrement par les promoteurs que vous connaissez bien? Alors, moi, je vais probablement parler de mon prisme. Au sein d'Habiter, on travaille aussi avec des partenaires qui sont sensibilisés aux valeurs qu'on défend. Moi, j'ai le sentiment que la question de la biodiversité, elle est indissociable de l'acte de construire. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de défendre et qu'on n'a plus besoin de démontrer. Euh, Encore une fois, c'est mon prisme. J'ai conscience que ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des promoteurs immobiliers, des acteurs de l'immobilier en général. Après, j'ai aussi le sentiment que pour les acteurs qui ont encore du mal à faire évoluer leurs pratiques, finalement, c'est aussi une vision qui est assez archaïque. Et j'ai l'impression que vous, en tant que jeune, vous avez déjà pris ce tournant, en fait, sûrement sans vous en rendre compte, mais vous faites déjà partie d'une génération qui est en transition et vous apportez déjà un regard qui a déjà évolué, en fait, par rapport aux discussions qui peuvent être portées sur le sujet par des personnes qui sont sachantes parce qu'elles ont énormément d'expérience, mais qui ont du mal à prendre le pli de ces évolutions qui sont très, très impactantes. Voilà. Et pour ce qui me concerne, moi, je trouve que ces enjeux-là, qui, à mon sens, sont en effet inhérents, c'est extraordinaire de les vivre aussi en tant que professionnel dans nos métiers de tous les jours, parce que ça veut dire réinventer des nouvelles pratiques ou aller chercher dans des pratiques qui ont déjà existé mais qu'on a oubliées. Et c'est génial de réinterroger son métier en permanence et la manière de l'exercer et d'aller toujours chercher plus d'informations pour essayer de faire au mieux et se rendre compte qu'on fait simplement partie
d'un tout. On n'est pas, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Je trouve que c'est une opportunité en tant que professionnel qui est extraordinaire. Merci Oriane pour ce partage de ressenti. Peut-être que Jean-François, vous avez aussi peut-être un autre point de vue, vu que vous Alors, travaillez avec des voilà, acteurs. donc moi j'ai un panel un peu plus large de promoteurs, opérateurs et managers. Et puis j'ai maintenant un recul de 20 ans. Au début, quand on dit qu'il y a des espèces, de la faune, de la flore sur les sites, les gens sont plutôt contents. Il y a pas une mauvaise volonté au départ, c'est vachement bien. Donc les élus sont plutôt intéressés. Et puis quand on leur dit que ça va décaler leur projet de 6 mois parce que c'est hors de question de faire les travaux pendant la période de reproduction, ou bien que sur un site de 10 hectares, on va en laisser 2 pour la biodive parce qu'il y a des espèces protégées. Là, c'est un peu ça change dans la position et des personnes. Et donc là, ça devient la pierre dans la chaussure et ça fait beaucoup moins rire. Et j'ai entendu clairement des gens qui m'ont dit, mais on va pas arrêter le projet à quelques millions pour quelques espèces, pour 2 oiseaux qui sont posés au milieu de ma parcelle. Donc je l'ai entendu. Il y a une amélioration des pratiques. Alors, il y a une amélioration des pratiques parce qu'il y a aussi, on en reparlera, une application de la réglementation qui est beaucoup plus stricte qu'il y a quelques temps. Donc, c'est une évolution de fait. Et ces questions sont mieux intégrées par les aménageurs et les opérateurs, mais ça reste quand même souvent vu sous une contrainte. Même s'il faut le dire qu'il y a de plus en plus de démarches aussi volontaires. Alors, comme ça, on parle aussi, il y a des labels, des certifications. Donc, il y a quand même une amélioration de la pratique, mais c'est quand même encore vu en majorité comme la contrainte et surtout la contrainte réglementaire, planning, procédure, association environnementale, écologique. Ça fait quand même un peu peur et surtout quand ils se sont fait avoir une fois, ils prennent peur. Et justement, on parlait de contraintes réglementaires, peut-être un point de vue de juriste et de chercheur, de plus ou moins loin, comment on va pouvoir percevoir justement les relations entre, en tout cas, la perception de la biodiversité par les acteurs de l'immobilier, de l'aménagement en général. Oui, alors effectivement, moi, c'est un point de vue qui est un peu plus éloigné de la pratique, mais par contre, c'est vrai que je pense que, en tout cas, je ne sais pas si je partage le constat optimiste de dire que la norme est mieux appliquée, d'autant plus qu'on voit quand même une volonté de sécuriser au maximum les autorisations, quitte à effectivement simplifier selon, selon le jargon utilisé le droit de l'environnement et en fait finalement assouplir au maximum les normes. Euh, je pense qu'en revanche, j'ai l'impression quand même que la norme commence à être mieux connue par les porteurs de projets et peut-être que c'est là-dessus aussi que les pratiques évoluent et notamment sur la place qui est réservée aujourd'hui à la compensation. Je pense dans les projets a largement évolué aussi le, sous le contrôle du juge. En revanche, c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, d'en discuter aussi, d'en avoir discuté aussi, alors avec des étudiants ou avec des professionnels, que la question de la légitimité de l'enjeu biodiversité face à un projet est pas forcément quelque chose de très intégré. Et j'avais eu l'occasion d'en discuter avec des étudiants en notariat qui avait une approche un peu, bon, si on a des espèces protégées sur le terrain, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir à obtenir de dérogations d'espèces protégées et mener notre projet malgré tout? On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, et je leur avais posé la question de si vous avez un client qui veut acquérir un bien qui a un caractère patrimonial remarquable du point de vue de l'architecture. Euh, Est-ce que forcément la première question que vous vous posez, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer d'évader la protection du patrimoine architectural, ou est-ce qu'au contraire vous l'accompagnez dans son projet pour intégrer cet élément-là qui est une des caractéristiques du foncier qu'il vient d'acquérir? Et je pense que peut-être qu'on va avoir petit à petit parce que je pense qu'aujourd'hui
la protection du patrimoine architectural est peut-être plus intégrée ou plus perçue comme légitime. Peut-être qu'on va avoir petit à petit une évolution aussi de ce point de vue-là, mais là-dessus, je pense que vous avez des réactions. Et justement, par rapport peut-être pas de légitimité, en tout cas on peut se poser la question, est-ce que c'est une question de légitimité ou d'acceptabilité? Est-ce qu'on accepte mieux le contrôle de l'ABF que le contrôle de la DREAL en fait? C'est un petit peu ça un petit peu ça l'idée. Alors, je peux quand même répondre sur la pratique. Quand j'ai commencé, maintenant je suis un ancien aussi, il y a plus de 20 ans, on me disait, j'allais faire des inventaires, tu te balades sur les sites. Donc en fait, c'était une promenade sympathique. Alors qu'en parallèle, puisque nous, on a commencé dans les années 2000, il y avait la démarche à haute qualité environnementale sur l'énergie. L'énergie, c'est sérieux, c'est un truc de scientifique, quoi. Et nous, c'est pas très scientifique, l'écologie. Alors que pourtant, je peux vous assurer qu'en termes de compétences de compétences et de connaissances sur les espèces, c'est un peu énorme. Mais en effet, il y a ce côté déjà, c'est pas tangible, quoi. Il y a pas, c'est pas quand on fait un bâtiment, on parle d'isolation, on parle d'énergie, on parle de pont thermique. Ça, c'est vachement sérieux. L'écologie, pendant très longtemps, ça a été vécu comme une science un peu à part, de naturalistes. Et puis aussi, il faut le dire que les naturalistes, ils étaient plutôt contre les opérations. Donc en fait, c'était un peu le monde opposé qui venait mettre son nez dans les projets d'opération. Donc il y avait aussi cette culture-là. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop de questions de légitimité. Par contre, en effet, l'écologie n'est pas encore intégrée comme les projets. C'est-à-dire que pour être dans un bureau d'études pluridisciplinaire, quand on parle d'énergie, globalement, l'énergie dans la conception du projet, maintenant avec les réglementations thermiques, etc., ça fait partie des éléments de conception du projet. L'écologie, c'est le truc qu'on rajoute ou qu'on enlève ou qui nous gêne, etc. Et c'est difficilement encore intégré dans la conception générale, même s'il y a quelques projets qui le font bien. Mais voilà, on n'est pas encore dans ce niveau d'intégration. Et justement, qu'est-ce qui peut faire changer cette intégration dès la conception des programmes immobiliers? Est-ce que c'est un enjeu? Parce qu'effectivement, on pense directement aux questions thermiques, de performance énergétique. Qu'est-ce qui empêche les, euh, les, les- les promoteurs, mais aussi les exploitants, de penser en fait l'intégration de cet élément-là, indépendamment même de la réglementation? Moi, je pense que c'est, encore une fois, c'est une question de posture, en fait, et on va dire, de parti pris dès le départ. Et j'avais envie de vous partager aussi une expérience que je trouve intéressante et qui rebondit aussi un petit peu sur ce que tu disais. Je travaille sur un projet sur lequel on a décidé de construire avec du bois local, c'est-à-dire du bois communal. Et on travaille spécifiquement avec du bois scolyté. Et on a travaillé avec différents acteurs de la filière de bois local pour exploiter le bois de la commune. Et pour faire ça, on a en effet dû décaler notre planning. On n'avait aucun intérêt financier à le faire. Ça ne nous a pas rapporté de l'argent de travailler avec du bois local. C'est vraiment une démarche environnementale et, moi j'ai envie de dire logique. Et on a dû décaler notre planning de 6 mois et ça n'a pas été... la question, ça a été de savoir comment on fait pour intégrer ce décalage de planning et pas comment on fait pour détourner ce décalage de planning. Parce que en fait, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Et encore une fois, moi je trouve que c'est aussi des super opportunités. Moi j'ai trouvé ça incroyable de travailler avec tous les acteurs de la filière, de travailler sur une nouvelle méthodologie où on a interrogé les acteurs de la filière avant le démarrage de la conception avec la maîtrise d'œuvre. Donc on avait simplement une faisabilité, on n'avait pas commencé les avant-projets. Pour d'abord identifier la ressource et ensuite imaginer un projet avec la ressource locale. Ça, c'est une pratique qui est nouvelle en fait. On n'avait pas, il y a déjà eu des projets comme ça, hein, mais c'est quand même des démarches qui sont assez nouvelles et ça a été très intéressant dans mon métier, dans mon apprentissage quotidien, de découvrir, d'aller explorer une nouvelle manière d'appréhender un projet. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi vraiment une question de regard qui est très très importante et qui est importante pour vous aussi à saisir en fait. Le fait de construire, c'est quelque chose qui de toute façon va avoir un impact aujourd'hui et pour, a priori, au moins les 100 prochaines années. On espère beaucoup plus. Et donc c'est important de se poser la question et de savoir aujourd'hui que ce que vous faites nécessite de s'appuyer sur la posture que vous avez en tant que professionnel.
Et justement, vous avez évoqué, parce que j'allais vous poser la question, comment on en arrive là? Parce que c'est une question de point de vue, de posture, de perspective aussi, d'objectifs que vous poursuivez. Est-ce que justement la réglementation qui est de plus en plus appliquée, aussi mieux connue, c'était un des items aussi que je voulais aborder. Est-ce que justement cette réglementation est mieux connue? Est-ce qu'elle est mieux maîtrisée? Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter. Est-ce que ça a contribué justement à avancer sur ce terrain-là? Est-ce que, à votre avis, ces procédures environnementales sont bien connues, bien maîtrisées, ou est-ce qu'au contraire, les acteurs de l'immobilier, que ce soit d'ailleurs en phase conception comme en phase d'exploitation, est-ce que finalement on est assez bien formé, informé par rapport à ça? Alors, si on prend la chaîne, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les opérateurs, il y a les architectes, il y a plein de professions derrière ça. Euh, je ne vous cache pas que je préfère travailler avec les jeunes architectes que les anciens qui en ont eu rien à faire de l'environnement au sens large pendant des années, je le dis, et qui nous regardaient de très haut en disant on vous a pris parce que la collectivité a demandé à ce qu'il y ait un bureau d'études environnement, mais on en a strictement rien à faire. Parce que moi, ce que je veux, c'est faire un super dessin architectural, et en fait, le reste, j'en ai pas grand-chose. Donc, j'ai vécu ça pendant des années. Là, on a quand même, je pense, une amélioration dans les formations des architectes. Alors, en l'énergie, on le voit mieux, mais je pense aussi en écologie, donc, et une sensibilité des générations aussi. Donc il y a une amélioration là-dessus. Ensuite, sur les procédures. Euh, les opérateurs se sont améliorés parce qu'ils se sont fait prendre et que certains projets ont été arrêtés, certains ont eu des décalages de chantier, certains ne se sont pas faits. Et donc, le meilleur client pour moi, c'est un opérateur qui a eu une mauvaise expérience avant et qui se dit ah ben, je me suis fait avoir, il faut surtout pas que j'en fasse la même chose. Donc, c'est surtout ceux-là qu'on voit arriver et qui, pour le coup, deviennent proactifs, alors qu'avant, ils disaient surtout, on ne fait rien, on n'avance pas. Et le jour où ils se sont fait un arrêt de chantier parce qu'il y avait des espèces protégées et qu'ils ont perdu 6 mois alors qu'il y avait toutes les entreprises sur le chantier, et que ça coûte une blinde, ils reviennent vers nous et là, ils sont beaucoup plus proactifs. Donc, il y a une amélioration de la profession sur ces réglementations. Euh, mais il y a encore trop de ratés qui ne devraient pas être des ratés. C'est-à-dire que pour moi, ce que je leur préconise sur n'importe quel site, c'est de faire ce que j'appelle un pré-diagnostic écologique. On va voir le site, on envoie un écologue, il n'est pas obligé de passer 10 jours, il passe 2 jours, 3 jours, et il dit bah, attention, là je pense qu'il y a un enjeu, là il n'y a pas d'enjeu, etc. Et ça, c'est pas encore la pratique, même si dans tous les grands groupes maintenant d'opérateurs, ils sont en train de passer des accords cadres avec des bureaux d'études pour aller faire ces pré-diagnostics en amont de leur opération. Donc on sent qu'on y va, mais très clairement, c'est quand même le réglementaire qui les a poussés à intégrer ces démarches-là, alors que c'est assez peu la compréhension du site et c'est un peu dommage. Et c'est intéressant que vous ayez soulevé cette idée que aujourd'hui la biodiversité est essentiellement perçue par des mauvaises expériences. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais intégré ce petit oiseau qui est pas qui est peut-être pas parmi les plus beaux, mais en tout cas, il est particulièrement représentatif des problématiques que peut poser la présence d'une espèce sur un terrain d'assiette d'un projet. Peut-être que, je ne sais pas si vous aviez des expériences là-dessus, Oriane, ou sinon, peut-être que Jean-François, vous pouvez garder la parole pour expliquer Je peux pourquoi expliquer. justement. Donc ce petit oiseau est un Oedicnem criard. Donc c'est un oiseau qui vient de l'Afrique, il migre, il arrive chez nous au printemps. Et il a la sale manie d'aimer les milieux pionniers et les milieux secs, et il pond ses œufs dans les tas de cailloux et dans les galets. Donc en gros, il adore les délaissés, tout ce qui sont nos délaissés. Alors il est aussi présent en zone agricole, mais globalement chez nous, c'est dans tous les délaissés, les friches. Et bah, il arrive sur nos bases vies, sur nos zones de chantier, sur nos zones de travaux, dès qu'on arrête un chantier, il arrive. Et notamment en région lyonnaise, il fait l'objet d'un plan de sauvegarde, donc il est particulièrement surveillé. Et il m'a arrêté quelques chantiers. Voilà. Donc en effet, cette espèce est particulièrement à enjeu sur nos territoires. Cette espèce arrête des chantiers, arrête momentanément, voire définitivement, avec des annulations après d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation environnementale par le juge administratif, du fait de la présence de cette espèce-là, qui est une espèce, là aussi je voudrais qu'on aborde une notion qu'on n'a pas encore abordée, qui est une espèce d'oiseau protégé. Elle a un statut particulier, mais et pour clore cette première partie, il y a certaines espèces n'ont pas ce statut
de protection. Et bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et là aussi, en termes de perception des acteurs de l'immobilier, est-ce qu'on a une bonne connaissance aussi de ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire et comment c'est perçu? Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Oriane, et puis je sens que Tom va aussi pouvoir largement compléter. Alors, je pense que j'aurais en effet uniquement une partie de la réponse, parce que je ne suis pas experte du sujet. Je pense qu'en effet, on peut avoir des réflexes, on va dire, dès la conception. Moi, j'ai le sentiment qu'on est encore assez loin d'avoir une vision, on va dire, systémique de l'intégration de la biodiversité dans nos programmes immobiliers. Par exemple, on commence à parler de régénératif dans l'immobilier. Je ne sais pas si c'est un terme dont vous avez entendu parler. Concrètement, de manière assez directe, ça remet en question les fondations et les présences de sous-sol. Et ça, c'est des questions qui sont assez nouvelles dans l'intégration de la biodiversité. Et ça va, on va dire, plus loin que des approches qu'on pouvait avoir jusque-là. Avec quelque chose d'assez délimité, voilà, on va avoir des corridors de préservation et nous, on va s'inclure dans ces corridors et donc il va y avoir une forme de dualité d'existence voilà, qui communiquera plus ou moins en fonction de ce qu'on décide. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne et l'impact des sous-sols sur la biodiversité, il est finalement énorme. Donc oui, dans certains projets immobiliers, on peut avoir une intégration dès la conception. Moi, j'ai travaillé par exemple sur certains projets avec la Société protectrice des végétaux, avec des recycleries locales pour travailler sur l'inclusion de nichoirs ou ce genre de choses. Mais en réalité, je pense que ça, c'est plutôt de la sensibilisation du grand public. C'est pas vraiment à l'échelle de l'impact d'un projet immobilier sur la biodiversité. En tout cas, c'est mon ressenti. Et je pense que sur ce vaste sujet, on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire pour trouver peut-être la meilleure manière ou plusieurs manières qui pourraient coexister, quoi. Peut-être que Tom, tu as un point de vue sur l'intégration de la biodiversité ordinaire. Déjà, qu'est-ce que ça peut, quelle est la différence entre biodiversité ordinaire et celle qui serait du coup extraordinaire? Et puis cette approche aussi un petit peu plus systémique des projets. Oui, alors je ne sais pas si j'ai une réponse exacte sur comment on peut l'intégrer dans les projets immobiliers, parce que justement, euh, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est ce que tu évoquais, c'est que aujourd'hui, on raisonne en droit avec une approche par espèce beaucoup pour la protection de la faune et de la flore. Et cette approche par espèce, on a distingué des espèces qui sont des espèces protégées parce qu'elles sont vulnérables, parce qu'elles représentent, parce qu'elles sont soumises à des menaces peut-être plus intenses que d'autres, mais on l'a cité tout à l'heure, ça signifie pas que le reste de la biodiversité en est épargné. Et on parlait tout à l'heure du moineau domestique, qui est une espèce qui aujourd'hui n'a pas ce caractère protégé que le DICNEM peut avoir. Sur le moineau Et le mois domestique. domestique est protégé. Ok, bon alors Je ferai un aparté, c'est quelque chose. mauvais exemple, mais effectivement on a beaucoup d'espèces qui sont quand même, qui font partie de cette dynamique quand même générale du déclin de la biodiversité et qui n'ont pas de protection particulière en droit. Au-delà de ça, il y a aussi des espèces dont on ne soupçonne pas l'existence. Vous parliez tout à l'heure du sous-sol, mais effectivement la question des inventaires de la biodiversité en sous-sol, c'est une question qui est particulièrement compliqué quand on fait le diagnostic initial d'un terrain. Et par ailleurs, il y a des espèces dont on ne soupçonne même pas l'existence, et notamment la biodiversité des insectes, qui est aussi une question assez compliquée parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'insectes dont on ignore toute l'existence aujourd'hui et qui donc n'ont pas forcément de statut particulier.
D'où l'importance d'avoir cette vision systémique et écosystémique quand on parle d'insectes qui ne sont pas forcément protégés, mais en fait l'insecte c'est la nourriture notamment de la vifaune ou de Ouais. la petite faune mammifère. Vous avez repris Tom sur le statut du Ouais. moineau Ouais, parce que et je pensais aussi parfois on se dit finalement ça c'est quelque chose de très ordinaire. Je pensais aussi aux hérissons dont les étudiants ont alors, entendu parler hier. très C'est bien. aussi une espèce protégée. Alors, il y a beaucoup à dire sur les listes d'espèces protégées. En fait, il faut casser la notion de espèces protégées et espèces rares. Il y a beaucoup d'espèces communes qui sont protégées et d'espèces rares qui ne sont pas protégées. Donc moi, j'ai un peu un discours direct là-dessus, mais en gros, vous prenez des oiseaux, les espèces protégées sont non chassables, les espèces chassables sont protégées. Alors que voilà. Et sur les insectes, on en parlait. Eh ben, quels sont les insectes protégés? Les beaux papillons sont protégés, et puis il y a un délit de faciès, ceux qui ont une sale gueule, ils ne sont pas protégés. Et puis ceux qui sont dans les sols, en effet, alors on se pose même pas la question de savoir s'ils ont un intérêt alors qu'ils ont un intérêt. Donc en effet, il y a une vraie nécessité de toilettage des listes, mais c'est un sujet tellement, il y a tellement de lobby, etc., c'est très compliqué. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc déjà, sur le choix des espèces protégées, peu protégées, il y aurait beaucoup à dire. Mais malgré tout, donc dans cette histoire de biodiversité ordinaire, en effet, on vit autour de nous et il faut maintenir ces espèces et surtout, il faut réfléchir en écosystème. Et c'est là que c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir de l'entrée espèce et pour parler écosystème. Et il y a quand même des règles de base, c'est que plus on est sur une grande échelle et plus on peut faire des choses, et plus on se restreint sur une échelle et plus notre marge de manœuvre est petite. Donc en gros, il faut d'abord travailler sur les SCOT, sur les PLU, quand on pensait de corridors, etc., etc. On travaille à cette échelle. À l'aménagement, on peut travailler sur les espaces publics. Et puis quand on arrive sur une opération immobilière de quelques milliers de mètres carrés, en fait, la contribution globale est assez faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, parce que si on fait la somme de ces opérations-là, en volume, ça peut être important. Mais cette notion d'échelle, elle est importante et je préfère qu'on réfléchisse comme un écosystème que, en effet, espèce par espèce. Coller un nichoir sur une façade, c'est bien. Mais si l'oiseau il n'a pas la nourriture dans le jardin, ça sert à rien. Donc cette notion de projet d'ensemble et de comment ça se répond, le bâtiment, le paysage, les espaces publics, c'est super important. Voilà. Donc il faut vraiment avoir cette notion d'écosystème, même en ville. Et c'est vrai, juste pour rebondir aussi sur l'intérêt ou non de la catégorie espèces protégées, ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas si le DICNEM en faisait partie, mais on parlait tout à l'heure aussi des espèces protégées, oui, mais des espèces étendards, des espèces parapluies, qui sont aussi effectivement des espèces qui sont protégées, mais leur statut de protection permet un peu par ruissellement, on va dire, de protéger d'autres espèces qui partagent le même écosystème et les mêmes conditions biologiques de vie que ces espèces-là. Donc, pour donner l'exemple, c'est exactement ça. Quand on protège un triton crêté, donc un amphibien qui vit dans une mare, on protège le triton crêté et donc sa mare, on protège tous les insectes qui vivent dans la mare, toute la flore qui est dans la mare, et c'est ce qu'on appelle en effet les espèces parapluies. Donc, on peut dire quand même que les espèces protégées protègent aussi un peu les autres espèces qui ne bénéficieraient pas de ces statuts. En tout cas, on a une première piste de réponse. Comment on va pouvoir intégrer cette question de la biodiversité dans nos activités immobilières? Déjà en connaissant en tout cas l'environnement, l'écosystème, avoir cette sensibilité écosystémique. Et puis aussi pour nous aider là-dedans, on a des systèmes, on a évoqué les procédures réglementaires sans trop les nommer, mais j'avais mis ici les évaluations environnementales. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous y participez puisque vous les menez, vous faites les études d'impact. En un mot, et pour faire la transition avec le sujet d'après, lorsqu'on se pose la question de savoir comment on va intégrer la biodiversité sur l'ensemble d'une vie, d'un projet immobilier, jusqu'à son exploitation, évidemment. Mais est-ce que l'évaluation environnementale est un bon point de départ et comment on suit finalement la biodiversité, comment on intègre cette question de la biodiversité dans le cadre de toute la vie d'un projet immobilier, d'un programme, même d'un bâtiment potentiellement? Vous allez pouvoir tous les trois contribuer à cet échange évidemment. Alors, en effet, on écrit des études d'impact qui font 400 pages, 500 pages, 800 pages, certaines 2000 pages, donc donc c'est des gros sujets. En fait, si l'évaluation environnementale est un vrai outil,
pour la préservation de l'environnement d'une manière générale, mais pour la protection de la biodiversité, parce que tous les projets qui sont soumis à évaluation environnementale demandent un niveau d'étude et de connaissance du site minimal qui fait que malgré tout, on a une protection de la biodiversité. C'est-à-dire que quand il y a une évaluation environnementale, on fait ce que nous, on appelle des inventaires écologiques sur un cycle biologique, donc ça veut dire quasiment 1 an, on va passer 7-8 fois sur le site, on va connaître la biodiversité et on ne la mettra pas sous le tapis puisque c'est présenté au service de l'État, c'est présenté en concertation. Et une fois qu'on a défini ces enjeux, on est obligé de présenter des mesures, qu'on dit ERC, éviter, réduire, compenser, et dans cet ordre, on évite d'abord avant de compenser, et donc ça c'est intégré dans les projets et c'est repris dans un arrêté préfectoral si on a une autorisation environnementale ou par d'autres moyens. Et donc, il y a quand même obligation de la maîtrise d'ouvrage de les suivre. Alors après, est-ce que c'est suivi? C'est parce qu'en France, on aime bien, alors, pour avoir l'étude d'impact, on passe beaucoup de temps, mais une fois qu'on a l'arrêté préfectoral, qu'est-ce qui se passe? On a des obligations, alors la maîtrise d'ouvrage a des obligations de suivi de ces mesures, donc elle mandate un bureau d'études qui peut être nous pour suivre pendant le chantier, puis ensuite pendant l'exploitation, l'efficacité de ces mesures. Et on fait des bilans environnementaux qu'on envoie au service de l'État. Très honnêtement, en France, ce n'est pas l'État qui vient contrôler ce qui se passe sur les opérations. Il faut être clair, ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est nous, bureau d'études, qui sommes payés quand même par le client pour faire ce travail. C'est un peu discutable sur juger parti. Mais voilà, c'est comme ça qu'on est fait. Donc, ça tient de notre déontologie. Et c'est les associations qui surveillent aussi les chantiers et les exploitations qui se passent par la suite. Donc, quand on est soumis à évaluation environnementale, malgré tout, il y a le cadre. Les sujets les plus complexes, c'est quand on est soumis à aucune procédure, où là, entre guillemets, pour moi, les risques sont beaucoup plus forts, puisque l'opérateur n'a pas d'obligation de faire les études et n'est même pas obligé de mandater un écologue pour aller voir ce qu'il y a sur le site. Et ça, c'est des sujets qui sont en fait beaucoup plus complexes pour moi. Et on va revenir sur cette thématique-là. Juste, je voulais revenir vers vous, Oriane. Comment on suit aussi cette question de la biodiversité tout au long de la vie? Alors vous faites partie vous êtes chez un promoteur, pardon. Donc c'est surtout sur la phase conception et chantier. Mais comment on suit ces questions de biodiversité tout au long de la vie du programme? En s'appuyant sur un professionnel, tout simplement. Moi, à mon échelle et mon niveau d'expertise, c'est en effet pas mon travail et ce serait surtout une erreur de s'imaginer que je suis en mesure de le faire toute seule comme une grande. Donc après, en effet, c'est exactement, d'ailleurs, ça rebondit complètement, mais c'est exactement ce que tu disais. C'est aussi, on va dire, une démarche d'engagement moral, de prendre cette responsabilité aussi. De faire appel spécifiquement à un écologue. Peut-être qu'il y a une difficulté que toi tu peux répondre. Ce que moi je vois, ce que je dis à mes ingénieurs débutants, attention, dès qu'il y a un changement de maillon, il y a une perte d'information. Et donc souvent les opérateurs, ils construisent et en effet, ils passent la main à un gestionnaire, un bailleur, comme on veut, tout ce qu'on veut, et un syndicat. Et là, nous on a mis des nichoirs, etc. Et en effet, le nichoir, il n'y a plus personne qui l'entretient. Ah, il a été mis sur la façade par le promoteur, mais il n'y a plus personne qui l'entretient au niveau de la gestion et ça ne sert plus à rien au bout d'1 an ou 2 ans. Donc je ne sais pas si effectivement toi tu fais aussi la gestion ou tu livres un bâtiment et après tu fais ça. Alors il y a des plans de gestion, des carnets, des notes de gestion qu'on peut fournir aux gestionnaires par la suite. Ça c'est des choses qui sont intéressantes, mais je ne sais pas si tu as eu une expérience là-dessus en effet pour avoir cette prolongation. Alors oui, en effet, et ça c'est quelque chose dont on peine aussi sur plein de sujets. C'est en effet impressionnant le niveau de rupture qu'il y a entre la phase finalement conception, exécution et gestion derrière. Malheureusement, nous à notre échelle, en fait, en tant que promoteur, malheureusement, on ne peut que le subir aussi, parce que on va dire que juridiquement, à partir du moment où on a livré le projet, voilà, nous on n'a plus de raison d'intervenir. Par contre, ça renvoie peut-être aussi à une question d'évolution de la manière dont on aborde la question. On essaye de plus en plus de travailler par exemple avec de l'assistance à maîtrise d'usage qui va faire une passation comme ça sur... Et ça, je trouve que ça se voit de plus en plus. On a pas mal de promoteurs qui prennent aussi ce parti pris. Donc je pense que ça renvoie aussi à une notion de simplement travailler de manière un peu plus partenariale. Et c'est aussi l'idée de faire appel à un écologue ou à un bureau d'études HQE quand c'est pas nécessaire. C'est d'être dans une démarche qui est plutôt... on va dire de l'intelligence collective que un combat juridique quoi, où on est forcément en désaccord avec forcément des points de vue divergents. Je pense que si on apprend à travailler ensemble, on
on est sur la meilleure voie possible pour faire converger justement nos divergences. Je vois aussi sur les très gros marchés, donc les crèmes, les constructions, réalisations, entretien et maintenance. Du coup, l'opérateur est obligé de faire le suivi pendant au moins 2 ans et on met en place ces gestions différenciées, ces gestions raisonnées qui peut être une piste pour avoir une meilleure transmission. Mais c'est vrai qu'il y a souvent rupture et la rupture, elle est assez terrible. Moi, j'ai dessiné des très belles prairies de fauche, je me souviens, sur un parc en conception et la première chose, il nous a passé la tondeuse. Mais en fait, une prairie de fauche, ça se fauche et ça se tombe pas. Et donc, c'est une perte de diversité alors que le projet était super bien conçu. Donc, c'est tous ces petits points de détail où on perd de la biodiversité. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on subit aussi de plein fouet. Parce que tout moi, je travaille particulièrement en conception, je suis pas trop sur la partie travaux. Donc, c'est aussi une frustration énorme d'inventer tout plein de choses super intelligentes et intéressantes sur la manière d'optimiser la gestion soit du logement, soit du bâtiment. Et en fait, de constater que c'est quelque chose qui suit pas derrière dans la phase gestion et exploitation de bâtiment, quoi. Est-ce qu'on n'a pas, alors j'ai quelques exemples en tête ou quelques mécanismes qui sont parfois pas assez utilisés, mais lorsqu'on est promoteur, lorsqu'on le livre, on monte le syndic, le syndic provisoire, on est en charge de rédiger les documents de la copropriété, donc le règlement de copropriété. Quand on est sur de l'aménagement, quand on livre un lotissement, on a aussi un cahier des charges du lotissement. Est-ce que finalement, ce type d'outil est suffisamment exploité parce que ça peut marcher, ça peut très bien marcher. Mais est-ce que c'est suffisamment exploité par les promoteurs? Est-ce que c'est assez connu par les promoteurs, les AMO qui accompagnent les promoteurs? Enfin, ce petit, justement, ce maillon qui manque, est-ce que c'est pas des documents juridiques comme le règlement de copro, le cahier des charges de lotissement qui va pouvoir eh bien, faire ce lien? Alors, je pense que c'est en effet une partie de la réponse. Je pense que ce qui est compliqué à ressentir sur cette question-là, c'est qu'il y a quand même un aspect qui est aussi assez, on va dire, expérientiel. Alors, je pense que là, sur l'exemple, par exemple, de la prairie, pour le coup, c'est une indication qui peut être assez claire et qui peut tout à fait s'inclure dans un règlement de copropriété, par exemple. Moi, je pense, par exemple, à la notion de traversant, parce qu'on fait beaucoup de traversants chez Habité. Donc, c'est quand même assez frustrant de voir que c'est pas utilisé de la manière dont ça a été conçu par les habitants, des usagers. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à noter dans un règlement de copro qui déjà est quand même incompréhensible pour le commun des mortels. Voilà quoi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, enfin là, c'est ce que j'ai essayé sur les nouveaux projets face à ce constat justement d'une perte d'informations énorme, c'est d'avoir des réunions de livraison, d'intervention quoi après la livraison. Mais ça a quand même aussi une limitation énorme qui est qu'on est sur une passation d'informations de l'individu à l'individu. Donc voilà, à partir du moment où les personnes déménagent, il se passe. Alors, Ça moi, résout j'ai pas eu une tout, quoi. expérience assez malheureuse, malheureusement, mais ça dépend aussi, je pense, de la façon dont les gens s'accaparent leurs biens. Donc, c'était sur un lotissement dans un espace relativement boisé, et on avait fait tout un dossier pour conserver tous les arbres. Et donc, c'était un lotisseur. Le lotisseur a vendu les lots. On a tout mis dans les dossiers du notaire. On a fait des dossiers de sensibilisation à toutes les personnes. Et au bout de 6 mois, les gens ils ont dit mais moi je vais mettre ma piscine et cet arbre, j'en ai rien à faire. Et je coupe l'arbre. Alors qu'on avait un arrêté préfectoral à respecter tout. Et à un moment donné, le lotisseur il dit bah oui, mais il fait ce qu'il veut, il est chez lui en gros. Et donc c'est aussi la question de la relation avec son acquisition. Si la personne achète ce terrain parce qu'il considère que c'est un bien qui a une valeur justement spécifique, parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a de la biodiversité, je pense que ça peut marcher. Si en fait on met ces biens comme d'autres biens et à la même valeur que les autres, sans plus de compréhension, et on les vend à n'importe qui, en fait, à des gens qui n'ont pas plus d'intérêt à ça, on n'arrive pas. Donc je pense que ce travail de sensibilisation, c'est quasiment ce travail d'analyse de la bonne personne qui saura gérer le bien avec une certaine valeur. Et ça, très honnêtement, les lotisseurs y remplissent, faut le dire. Et je trouve que c'est pas assez bien fait. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas eu d'expérience assez forte. Alors je les ai sur les ZAC où on est avec des aménageurs, où on a les cahiers de prescription, on passe à des promoteurs, tout ça, j'y arrive. Mais quand on est sur de la propriété privée, très honnêtement, je n'arrive pas à ce niveau de descendre à ce niveau d'obligation. Sam, tu voulais réagir. Oh, oui, voilà, c'est par rapport à l'expérience dont vous parliez. Moi, ça me fait penser à la. Et je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous avez de l'expérience ou
ou que vous avez envisagé, mais à l'obligation réelle environnementale. Je pense que ça peut être une solution, notamment sur l'hypothèse que là vous évoquez, donc le fait d'établir sur un terrain des obligations qui sont pour le coup attachées au terrain et qui sont pérennes, de restauration de l'environnement, ou à minima de ne pas abattre par exemple les arbres, et qui se transmettent du coup avec la vente du terrain, parce que c'est des obligations réelles. Euh, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez Alors, on le envisagé. fait sur les compensations, mais ça veut, faut que la personne la signe, et ça sous-entend qu'elle est déjà sensible à cette question-là, en fait. Et d'où la question, la personne qui signe une ORE, c'est quelqu'un qui donne de la valeur à la biodiversité de son terrain, quoi qu'il arrive. Alors que quand on vend un terrain sur lequel il y a des arbres à quelqu'un qui vient acheter et dont son rêve, c'est la maison individuelle pour faire une piscine, eh ben l'arbre, c'est pas compatible avec son projet. Donc c'est là où il y a une différence. Donc l'ORE, on l'applique pour mettre en place des mesures compensatoires. Mais en gros, c'est souvent nous qu'allons lui demander est-ce que vous êtes d'accord pour mettre une oreille chez vous. Et soit il nous dit non, je veux pas de contraintes supplémentaires et la question est réglée. Soit s'il l'accepte, c'est que déjà il a cheminé et que déjà il trouve que son terrain il a une valeur parce qu'il a de la biodiversité. On va y revenir juste après, parce qu'il faudra expliquer ce que c'est que l'ORE. Je voulais juste revenir sur une thématique aussi qui est importante et qu'on a discuté ensemble quand on a préparé cette table ronde. C'est la question justement, alors deux choses très rapidement, peut-être Tom voulait revenir sur les limites aussi de l'évaluation environnementale, parce que pour moi il y a une limite fondamentale qui est celle des projets qui sont soumis à évaluation environnementale. Peut-être aurais-tu quelque chose à en dire dessus? Et puis la question aussi de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit apparaître une espèce protégée en cours de chantier ou en cours d'exploitation? Ça, c'est quelque chose. Allez, on consacre encore 2 minutes là-dessus avant d'avancer justement sur les perspectives. Oui, alors ben, effectivement, l'évaluation environnementale, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'effectivement, elle n'est pas systématique. Elle intervient à partir du moment où on dépasse certains seuils. 10 000 mètres carrés, si je m'abuse, sur la surface de plancher, et 40 000 mètres carrés sur l'emprise au sol. Euh, Ce qui signifie qu'en fait, il y a quand même un potentiel de passer sous les radars pour beaucoup de projets pour lesquels on n'a pas identifié d'enjeu environnemental particulier. Et en ville, ça peut concerner un certain nombre de projets qui passeraient comme ça sous les radars. Je pense qu'effectivement, ce premier filtre-là, et on en parlait, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose sur ce. Bah, en effet, en dessous de 10 000 m², on est soumis à rien et c'est les projets les plus sensibles parce que quand on est soumis à l'étude d'impact, on est les bons élèves et on fait tout correctement. Et donc ces petits projets, ce qui m'inquiète notamment plus, et on en parlait avant la réunion, c'est les démolitions. C'est que les démolitions, les opérateurs font les démolitions avant de construire. Et dans ces bâtiments qui sont un peu anciens, c'est là où on a les moineaux, c'est là où on a le rouge-queue, c'est là où on a les chauves-souris en haut, c'est là où on a la chouette qui est potentiellement là. Et cette opération de permis de démolir peut être en dessous, ne pas être considérée dans les évaluations environnementales. Donc là, on a un vrai risque, puisque ça veut dire qu'il n'y a même pas d'obligation d'envoyer un écologue là-dessus. Alors moi, j'ai eu un cas où un tout petit bâtiment, permis de démolir affiché, et, et donc ils étaient prêts à lancer le chantier. Et puis en fait, c'est la LPO, il y a quelqu'un, c'était sur le chemin de la personne à la LPO, il passe tous les jours et il voit des espèces protégées. Et là, il dit courrier à l'Adréal, courrier à l'opérateur, bah, vous ne pouvez pas démolir, à votre permis de démolir, je suis désolé, ça ne marche pas, vous avez des espèces protégées sur votre bâtiment. Donc il y a ce contrôle-là, mais c'est clair que alors on peut considérer qu'en population, on ne va pas taper la plus grande colonie de chauves-souris de Lyon, mais en nombre, bah, toutes ces opérations-là, elles sont sans contrôle. Sans contrôle. Effectivement, ce que vous soulevez, que vous avez évoqué à plusieurs reprises, mais c'est quand même la place aujourd'hui qui est peut-être trop euh, alors importante dans le sens où c'est une responsabilité qui est assez forte, qui est donnée aux associations de protection de l'environnement, qui ont aujourd'hui intérêt à agir contre toutes ces autorisations d'urbanisme et autorisations environnementales, et qui se retrouvent souvent en première ligne
Comme vous le dites, les services de l'État n'ont pas forcément les moyens de faire l'inspection. Quand on est sur de l'autorisation d'urbanisme, on peut avoir de temps en temps des visites pour vérifier la conformité des constructions face à l'autorisation qui a été délivrée. Dès qu'on s'éloigne de l'autorisation d'urbanisme et de la construction, ça devient compliqué. Donc, c'est souvent à ces associations de remplir un rôle de vigie, qui est quand même un rôle qui est lourd et qui est, je pense, aujourd'hui difficile à supporter en termes de moyens pour ces associations qui peuvent pas être partout. Et du coup, il reste les bureaux d'études et les associations. Euh, et, euh, et je pense que c'est effectivement une grosse difficulté, en sachant que euh, le Conseil d'État récemment a, a admis qu'une autorisation environnementale pouvait évoluer en cours d'exploitation. Donc là, c'était pour des éoliennes, parce que les parcours migratoires des espèces concernées avaient évolué, et donc a admis la possibilité de délivrer des prescriptions supplémentaires à l'exploitant en cours d'exploitation. Mais encore une fois, c'est parce que des associations avaient fait la démarche de faire des inventaires, et avaient fait la démarche de saisir l'ADREAL. Euh, c'est encore une fois l'activisme qui a un petit peu permis de faire cette évolution-là. Et qui a permis finalement de sanctionner la théorie un petit peu du fait accompli. Ah bah j'y peux rien, c'est apparu entre-temps, c'est apparu pendant le chantier, je peux pas y faire quoi que ce soit. Bon, ça c'est largement sanctionné par les juridictions. Je vous propose d'aborder en quelques minutes justement les perspectives. Vous avez évoqué tout à l'heure les obligations réelles environnementales. Est-ce que vous voyez, après tout ce qu'on vient de se dire, eh bien finalement des perspectives pour pouvoir identifier la biodiversité comme un atout pour les projets immobiliers? Et on va consacrer quelques minutes seulement à cet item, mais je pense qu'il est extrêmement important, notamment peut-être en commençant encore une fois par vous, Oriane, en quoi finalement la biodiversité c'est aussi un atout pour les projets immobiliers. Alors pour le coup, sur la question de la commercialisation, je rejoins complètement ce que tu disais, je trouve ça très intéressant. Nous, c'est une limite qu'on constate malheureusement tous les jours, même avec de la bonne volonté. Mais voilà, c'est pas parce que c'est une limite qu'il faut pas continuer d'essayer. Et nous, on le voit aussi sur une question. Chez Habité, on travaille aussi sur la non-spéculation qui est inhérente à la question de l'abordabilité du logement à long terme. Et donc, voilà, on a notamment une proposition de clause non spéculative où on est sur des prix qui sont très nettement en dessous des prix du marché. La contrepartie, c'est qu'ils ne peuvent pas, les acquéreurs ne peuvent pas être bénéficiaires de la plus-value s'ils revendent avec de la plus-value. Et voilà, ça nécessite un engagement et c'est compliqué d'avoir de l'adhésion sur ces questions-là. Et sur la question de la valorisation dans les projets, Reprenez vos esprits sans problème. On a une bouteille d'eau. Alors sur la question justement, on a évoqué les voies de valorisation, en tout cas du foncier avec les ORE. Qu'est-ce que vous avez aussi à préciser sur ces outils de valorisation écologique des projets, du foncier, du bâti aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de construction, mais il y a aussi toute la phase d'exploitation et il y a l'existant aussi. Alors, avant d'entrer dans les outils purement juridiques, pour lesquels j'ai très main, mais dans la méthode déjà. Pour préserver, il faut connaître. Donc pour connaître, faut déjà faire un diagnostic écologique, c'est la base. Donc ça, ce que je vous disais, c'est qu'on voit quand même que les grands groupes sont en train de passer des accords cadres avec des écologues pour passer sur les sites. Donc on commence à voir que ça va devenir une habitude. Comme on fait un diagnostic si c'est sol pollué, ben on va faire un diagnostic avec un naturaliste pour aller voir les enjeux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quand même une, une plus-value une plus-value possible sur les projets de construction.
la nécessité de conserver le plus bel arbre du site, je pense que qu'on soit architecte, paysagiste, écologue, on est à peu près tous d'accord, et que la personne elle serait bien contente d'avoir un arbre devant sa fenêtre, donc je pense que ça a un sens. Donc ça, je pense que c'est possible. Et puis après, bah oui, on rentre dans les systèmes peut-être un peu plus juridiques, donc je vous laisserai la parole là-dessus. Mais ça commence à être fait. La difficulté étant toujours cette question de changement d'acteur, de temporalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir à un moment donné une personne qui est plutôt sensible à cette question-là. Comment on fait pour que l'acte juridique soit pérenne? Et c'est pas souvent qu'un acte juridique, c'est-à-dire que bah, si le gestionnaire, on lui veut pas expliquer à quel moment, pourquoi on a fait ça, et si lui, il coupe l'arbre alors qu'on avait dit qu'il fallait le garder, c'est un peu dommage. J'ai aussi quand même, il y a quand même des outils dans les documents de planification, donc tout ce qui est OAP, orientation d'aménagement et de programmation, tout ce qui est éléments remarquables qui est quand même notifié au PLU. Il y a quand même le PLU de Lyon qui demande maintenant systématiquement un passage d'un écologue, c'est assez nouveau, on le voit aussi en Ile-de-France, à Paris. Donc là, on commence à voir que les collectivités se sont accaparées du sujet et de fait posent cette question-là au préalable avant d'aménager. C'est une donnée du PLU, donc ça devient une donnée qu'on prend en compte. Je suis un peu moins voilà, capé sur les dossiers, sur le droit privé entre les acteurs. Voilà. Les SNCRR, c'est quand même réservé pour des sites qui ont une vocation écologique très forte et qui ont quand même des objectifs de préservation. C'est pas le quotidien de la biodiversité dite ordinaire. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc, les SNCR, donc c'est les sites naturels de compensation, de restauration, de renaturation, ce qui sont utilisés comme étant des sites d'assiettes finalement de mesures compensatoires lorsque les aménageurs ont l'obligation de compenser leurs impacts négatifs sur l'environnement au moment de réaliser leurs aménagements, leur construction. Il me semblait intéressant quand même de le souligner et c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que c'est quand même quelque chose qui existe aujourd'hui et qui peut faire partie d'un système vertueux de Alors, valorisation écologique. ça peut être vertueux, mais actuellement, on a un marché, parce qu'il faut parler comme ça, hein, un marché de l'offre qui est très insuffisant par rapport aux besoins. Donc, sur le dit même criard dont on a revu, je suis arrivé avec un aménageur sur un site de compensation. On était le 10e ou le 15e opérateur qui venait voir le propriétaire en lui disant peut-être que vous pouvez nous le donner en compensation. Donc, en fait, on n'a pas assez de sites de compensation. Donc, ces gros sites SNCRR, ils sont là justement pour offrir des sites de compensation aux porteurs de projet. Ce qui est intéressant dans ces grands sites, c'est qu'en termes de fonctionnalité, ils sont très grands, ils ont une très bonne fonctionnalité, on peut avoir une patrimonialité très importante. Là, ce qui peut être un peu plus critiqué, c'est on achète des unités de compensation. Donc en fait, d'une certaine manière, la personne elle achète, elle ne sait pas ce qu'elle a acheté, et puis donc on a monétarisé en gros le prix de la biodiversité. Et ça, j'insiste que c'est surtout sur la démarche éviter, réduire, compenser. Compenser, c'est qu'à la fin. Donc ça veut dire que si on a bien jobé, c'est ce que je pourrais te redonner la parole là-dessus parce que c'est quand même ton positionnement, et si on a bien fait éviter, réduire, bah, la compensation, alors dans certains cas, on ne peut pas l'éviter, mais elle doit être au plus petit de surface possible. Et donc, c'est quand même le premier job que moi j'attends d'un architecte, d'un paysagiste, c'est d'aller travailler avec lui sur le positionnement du bâti, le positionnement des parkings, etc., pour avoir la démarche éviter, réduire la meilleure possible et avoir la plus faible compensation à la fin. Avant de redonner la parole à Oriane qui est de retour avec nous, Tom, Je suis plus contagieuse. est-ce que tu voulais réagir à ce qui a été dit, Tom, un peu sur ces outils? Oui, ben, du coup, vous évoquez les documents d'urbanisme et notamment en lien avec l'arbre. Il y a quand même l'outil des espaces boisés classés qui reste quand même un outil, pour le coup aussi, je pense, assez connu des promoteurs. Par contre, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que le corollaire de ce classement des espaces boisés peut ouvrir, mais là, c'est plutôt du point de vue des collectivités euh, que ça peut être un outil intéressant, mais ça peut ouvrir un droit enfin, un outil de compensation en nature cette fois, des espaces, des terrains qui ont été classés en espaces boisés, qui peuvent être échangés par la collectivité contre des terrains constructibles. Et ça, c'est un outil de compensation en nature qui est, je pense, assez peu connu. Ça peut être aussi échangé, mais là, c'est l'État qui s'en saisit par des droits à construire sur une partie du terrain qui est en espace boisé classé. Et je pense que à la fois pour les collectivités et pour les promoteurs, ça peut être
une hypothèse intéressante à étudier parce que ça permet potentiellement de préserver des espaces boisés, des espaces de nature en ville qui sont relativement remarquables, mais sans pour autant empêcher, sans sanctuariser trop des espaces en permettant quand même de construire ailleurs. Et notamment, je pense souvent à des terrains qui sont sous-exploités comme potentiellement les friches administratives, qui n'ont pas les mêmes problématiques que les friches industrielles en termes de remise en état, etc., mais qui peuvent être des réserves foncières à disposition des collectivités importantes et sur lesquelles il y a peut-être moins d'enjeux environnementaux que dans ces espaces-là. Sur les ORE, je ne sais pas si c'est nécessaire On l'a évoqué je tout vienne, à mais l'heure, mais il faut juste repréciser, parce on a évoqué oui, ORE, ORE, les obligations réelles environnementales qui peuvent être utilisées à titre de compensation pour contractualiser entre un propriétaire foncier et une collectivité, une association qui a intérêt. et ce qui est important quand même Pardon. En une seconde. Ce qui est important de préciser, c'est que les ORE ne sont pas forcément réservés à la compensation. Les ORE peuvent être utilisés en dehors de toute mesure de compensation et je pense notamment à la position d'un promoteur ou en amont de la vente peut décider de mettre en place des ORE sur son terrain pour essayer de pérenniser les actions vertueuses qu'il a commencé à mettre en place et ça va s'imposer effectivement à tous les acheteurs futurs. Donc et c'est pas forcément non plus des actions de grande envergure. Ça peut être juste quelques pratiques vertueuses qu'on décide de pérenniser jusqu'à 99 ans. Donc c'est quand même, on peut aller jusque sur du long terme quand même avec les ORE. C'est un outil effectivement qui est plein de promesses pas encore assez connues et utilisées sans doute. Pour terminer sur cette partie, peut-être qu'Oriane, vous vouliez revenir sur cette question justement de la valorisation et vous avez parlé aussi de régénération. Finalement, est-ce qu'on n'est pas vers une philosophie de l'urbanisme, de la transformation, de la régénération, urbanisme circulaire, quels que soient les concepts qu'on met derrière? Est-ce qu'on n'a pas, grâce à la valorisation de la biodiversité, des perspectives de changement aussi de paradigme? Oui, tout à fait. Et je pense que le mot perspective est bien choisi parce que j'ai le sentiment que nous, en tant que promoteurs sur cette question-là, on est un petit peu le pivot entre tous les techniciens qui ont cette connaissance, qui ont permis de mettre en œuvre un projet, et derrière la phase exploitation. Et donc, ce rôle de pivot, il s'exprime finalement beaucoup au travers de la commercialisation. Et alors, je pense que perspective, c'est le mot qui est bien choisi parce que je pense qu'on a encore beaucoup de créativité à avoir pour savoir comment aborder ces sujets-là, comment les valoriser. C'est ce que je vous expliquais sur la clause, mais on est face aux mêmes difficultés quand on va parler d'environnement. C'est-à-dire qu'en effet, l'environnement, c'est super, mais si ça coûte un peu plus cher ou qu'on a une contrainte derrière, c'est beaucoup moins super. Et je pense que c'est à nous d'avoir un rôle en fait de sensibilisateur sur ces sujets-là pour à minima poser des questions. C'est aussi un peu l'approche que j'ai sur la clause. C'est bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais au moins on vous a posé la question et on vous a expliqué pourquoi c'est important d'associer cette question aujourd'hui à la question du prix de l'immobilier et d'un achat immobilier. Je pense qu'on a ce même rôle-là. Voilà, ça nécessite beaucoup de créativité. Je ne sais pas concrètement comment le faire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est inhérent à nos pratiques commerciales. Ouais. Je trouve que c'était une belle façon de conclure nos échanges. Évidemment, on pourrait continuer de longues dizaines de minutes. Je propose qu'on garde plutôt du temps pour échanger avec la salle, avec le chat également, si on a des questions. Et effectivement, ce rôle pivot des acteurs de l'immobilier, poser des questions, être curieux, faire preuve de créativité, voilà qui est là aussi une belle perspective. Ce que je propose, on n'a pas le temps d'aborder cela, et bien simplement de laisser place au débat. Est-ce que nous avons des questions dans la salle qui mériteraient des réponses de nos intervenants? Allez, je vais te céder mon micro.
On m'entend bien? Parfait. Je m'excuse, la question est un petit peu longue. Concrètement, aujourd'hui, c'est l'écologie, oui, mais à quel prix? Depuis tout à l'heure, aucun axe de réflexion économique et qui plus est de retour sur investissement n'a été évoqué. Pour rappel, nous sommes le pays le plus taxé des 38 pays de l'OCDE. Quand on regarde de manière globale comment l'écologie est traitée sur un ensemble, on regarde le projet de loi de finances 2026 qui avait évoqué le fait de prévoir une hausse de la TGAP déchets, une TVA 5,5 sur les opérations de gestion des déchets des collectivités et un nouvel impôt sur les emballages en plastique non recyclés. Les députés ont tout bonnement supprimé l'ensemble de la réforme. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que est-ce que c'est pas un peu utopique d'imaginer que le simple bon sens des gens répondrait à ces besoins? La France a besoin de faire rénover son patrimoine historique. On a créé des carottes fiscales, c'est la seule chose qui marche. Aujourd'hui, le seul avantage, c'est d'avoir doublé le plafond des déficits fonciers pour de la rénovation énergétique sur des logements classés D. Mais à part ça, quel intérêt, qu'est-ce qu'on y gagne et comment on est rentable? Représentant des promoteurs ici, comment on assure la rentabilité? Et je savais que ça allait être forcément posé la question, comment on assure la rentabilité et sur les dispositifs qui accompagnent ça? Alors, moi, je trouve déjà, dans la question que tu poses, il y a un élément que je trouve très intéressant, c'est la question de la responsabilisation individuelle, qui, en effet, est quand même au cœur de la réponse. Voilà, ça, c'est juste chose à part. Sur la question de la rentabilité économique, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le luxe d'aborder la question sous cette seule préoccupation. C'est-à-dire qu'en effet, elle est fondamentale, puisque de toute façon, ça va faire qu'un projet est viable économiquement ou pas. Mais je pense que la question, c'est aussi de savoir, avec les contraintes qu'on a, comment on se débrouille pour que ça le soit. Parce que on n'a plus vraiment la possibilité de faire autrement aujourd'hui, avec le niveau de connaissance qu'on a des enjeux environnementaux et sur cette question de la biodiversité, avec les exemples qu'on a rappelés tout à l'heure. Voilà, donc pour donner un exemple un peu binaire, bon, un bilan d'opération immobilière, je pense que vous avez tous et toutes travaillé sur des bilans déjà. En fait, c'est pas très compliqué. On n'a finalement pas beaucoup d'intrants. Donc la question, elle s'aborde sur l'ensemble des postes du bilan, de savoir quels sont les endroits où on peut optimiser ou pas. Et si on parle spécifiquement du coût travaux, puisque c'est là-dessus que tout va se jouer, je pense que c'est une question aussi de savoir quelles sont nos priorités, de pouvoir se dire en équipe dès le démarrage du projet, avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qu'on va prioriser? Est-ce que sur ce projet, on va prioriser la question de la préservation de l'écosystème au sens biodiversité, parce que en fait, construire avec des matériaux biosourcés, quelque part, c'est aussi préserver la biodiversité. Est-ce que ça va être la gestion de l'eau, qui est un peu, pour le coup, le parent pauvre de la construction, je trouve, et qui est un enjeu central, qui coûte aussi très cher? Est-ce que ça va être l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, etc. En effet, on va devoir faire des choix. On peut malheureusement pas tout faire et c'est moi-même une peine dans les projets que je mène. Mais je pense que de toute façon, on n'a pas vraiment la possibilité d'aborder les choses autrement, quoi. Voilà, donc je pense que ce prisme économique, en réalité, on ne l'aborde pas parce que c'est un intrant de départ, en fait. C'est de toute façon, là, on parle d'un projet qui est viable. Comment on fait dans cette viabilité pour trouver des solutions face à l'enjeu? Parce que détourner l'enjeu, aujourd'hui, c'est une réponse qui est presque collectivement suicidaire, quoi. Alors, je vais démystifier le sujet, parce que pour le coup, je trouve que c'est très intéressant d'aborder la question de la marge. On a quand même collectivement un regard sur les promoteurs immobiliers qui est porté avec beaucoup de défiance sur le sujet de la marge. En réalité, c'est quand même beaucoup la banque qui nous impose la marge. Le promoteur immobilier ne fait pas ce qu'il veut, malheureusement, sur ce sujet. Et la banque le regarde parce que c'est elle qui cautionne le projet immobilier, qui le garantit. Et donc, en fait, la marge, c'est le coussin de sécurité qui mesure le degré de risque qu'on prend sur le projet. Donc oui, habité, on fait une marge. On fait même une marge qui est certes parfois un peu inférieure à d'autres promoteurs immobiliers, mais on n'est pas non plus sur des marges à 3%, tout simplement parce que la banque ne nous suit pas sur des marges comme ça. Voilà, donc en effet, on réalise une marge, et cette marge, elle est grandement contrôlée par l'intermédiaire bancaire.
Oui, bah, je peux répondre avec une vision d'écologue. On peut vivre dans un monde sans hirondelles, sans moineaux, sans insectes, et c'est le monde qu'on vous laisse et qu'on vous laisse vous débrouiller avec pendant toute votre vie. Ça coûte. Là, on fait une économie directe pour vous et on vous laisse un monde qui est peut-être pas super. Donc ça, c'est à vous de voir hein, si vous souhaitez ça. Et puis je peux répondre sur l'économie sur quand même éviter, réduire, compenser. La compensation, ça coûte de l'argent. Ça coûte plein d'argent. Pendant des années, les opérateurs ils disaient ouais mais non mais moi je booste ma SDP sur mon terrain, je fais le top du maximum de ce que je peux construire et puis j'ai récompensé. Sauf que quand la compensation elle est avec des ratios de 5 à 10 et que quand on pète un hectare il faut aller en chercher 5 et qu'il faut les aménager et qu'il faut les gérer pendant 50 ans, et que ça coûte des centaines de milliers d'euros, dans le bilan final de l'opération, on se rend compte qu'on aurait mieux fait d'éviter les quelques aménagements au départ. Donc ça aussi dans un bilan, faire avec le site, c'est ce que tu disais, prendre en compte la valeur du site, c'est quand même des économies futures. Et j'ai quelques opérateurs qui ont voulu jouer à ça en disant on y va, on va blinder. Et derrière, alors sans parler du risque de contentieux derrière qui est super, mais le bilan économique il n'est pas bon parce que la compensation maintenant ça coûte de plus en plus cher. Et comme je vous ai dit que le besoin était supérieur à l'offre, les coûts de compensation augmentent. Et donc ça va devenir des impondérables dans les bilans d'opération. Alors, juste en vraiment 10 secondes, parce qu'on va prendre Oui. les autres questions. De toute manière, j'ai pas beaucoup d'éléments à apporter sur la viabilité financière d'un tel projet, mais je pense aussi que, et là c'est d'un point de vue tout à fait, juste juridique, c'est que je pense qu'il y a parmi ce qu'on a évoqué, il y a des éléments qui relèvent de choix et effectivement de choix d'aménagement, et je pense que ça c'est peut-être là la question qu'il faut vous poser en termes de rentabilité. Il y a des éléments qui relèvent de la contrainte réglementaire et légale. Et je pense que se poser la question des choix au moment où on est sur la conception du projet, c'est peut-être financièrement et juridiquement peut-être le meilleur moment pour se la poser. Et d'intervenir un petit peu plus tard et de se poser la question de comment il va falloir qu'on modifie notre projet pour pouvoir obtenir l'autorisation environnementale, parce qu'en fait on s'est aperçu qu'il va falloir qu'on en obtienne une. Je pense que financièrement et juridiquement, je suis pas sûr que ce soit la posture la plus responsable. Donc, je pense qu'il y a il y a des questions qui sont à se poser en termes de choix, de stratégie, et il y a des questions qui sont à se poser en termes de contraintes. Et globalement, il y a des choses Et juste en avec 5 lesquelles. secondes, la destruction d'espèces protégées, c'est du pénal. Ouais. Je leur ai dit, c'est du pénal. Dans tous les cas, quand on dit Bonsoir. Donc ma question était comment intégrer la biodiversité dans les projets immobiliers urbains et est-ce que les villes peuvent devenir des refuges de biodiversité alors qu'on construit toujours davantage? Et enfin, est-ce que les labels environnementaux sont-ils réellement efficaces pour protéger la biodiversité? Alors, 3 questions, il faut que je m'en souvienne. Premier, comment on fait pour intégrer la biodiversité? Il faut connaître la Dans les biodiversité projets urbains. dans les projets urbains. Il faut connaître la biodiversité de son projet, première chose. Donc, il faut faire un inventaire écologique, premier sujet. Deuxième sujet, globalement, il y a des techniques, plus le coefficient d'emprise au sol et de taux et de végétalisation est important, et plus vous allez avoir une biodiversité probablement élevée. Donc, si vous bétonnez la totalité de votre emprise, vous n'aurez pas de biodiversité. Donc, il faut des espaces verts, il faut des espaces verts perméables pour l'eau, pour la végétation, etc. Ensuite, vous pouvez travailler sur les façades de vos bâtiments, les toitures végétalisées, etc., etc. Là, on a quelques images. C'est un contre-exemple parce qu'en fait, c'est que du vitrage, c'est terrible pour les espèces. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça, on a ces solutions-là. Après, on peut créer des micro-habitats en travaillant avec un écologue sur ces projets. Donc, il y a des hibernaculums pour les reptiles, c'est des endroits où ils vont se cacher. Il y a des prairies fleuries et il y a des nichoirs pour les oiseaux. Tout ça, en fait, on est équipé on peut proposer des choses là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que si chaque promoteur immobilier a une réponse différente, en fait, ça crée de la biodiversité dans la ville. Et en ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas la peine de mettre des toitures végétalisées partout. Peut-être qu'il y en a un qui va le faire, l'autre, il va travailler sur les sols, etc. Et ça enrichit le sujet. La dernière question sur les labels. Donc on en fait, nous on fait des labels, des certifications. Je préfère avec le temps que je passe à remplir des papiers dans un label, je le passe à faire de la conception de projet. Donc ça c'est un sujet. Malgré tout, le label et la certification, c'est un moyen de suivre les ambitions et les objectifs qu'on s'est donnés au départ tout le long du projet. Donc en ça fait désordre pour un opérateur qui s'est engagé sur un BREEAM niveau machin, good, etc., de ne pas l'avoir. Donc c'est un moyen
d'autocontrôle qu'on se donne pour atteindre son objectif. Très honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est énormément de papier que j'envoie à un certificateur anglais ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment pas passionnant. Mais malgré tout, quand il n'y a pas d'autocontrôle, par exemple par les services de l'État, parce qu'on est en dessous des seuils de réglementation, c'est un outil qu'on peut se donner pour s'obliger à respecter ses engagements du départ jusqu'à la fin. Ils sont pas, tous les labels ne sont pas identiques, mais par exemple, si vous, donc, les labels génériques environnementaux ne sont pas très poussés sur la biodiversité. Si vous faites un biodiversity, qui est une labellisation spécifique, c'est très difficile d'atteindre le label biodiversité. Oui, merci. En fait, vous avez partiellement répondu à ma question. Merci d'avoir anticipé. Qui était double en fait, puisque vous avez beaucoup parlé du milieu dans lequel s'insérait l'immeuble. Et ma question était comment faire que l'immeuble devienne un milieu pour les. Est-ce que, alors je sais qu'il y a un certain nombre de techniques, etc., mais est-ce qu'il y a des recherches particulières dans ce cadre-là? Et Madame avait commencé à l'évoquer en parlant du bois scolité. Ça faisait très joli reflet bleu d'ailleurs sur le bois scolité, mais est-ce que, comment dire, est-ce qu'on tient compte de ce qu'on appelle, comme l'électricité grise, de la biodiversité grise? C'est-à-dire celle qui est finalement caractérise une atteinte à la biodiversité dans la conception, la fabrication, l'extraction du matériau qui va servir à l'immeuble. Voilà, merci. Alors, je vais essayer d'être rapide du coup. La question du bois scolité, pour le coup, nous, on l'a abordé un peu en cours de route. On a d'abord voulu travailler sur du bois local en partenariat avec la commune. C'était une démarche conjointe. Et en fait, en travaillant avec les acteurs de la filière bois, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un gros sujet sur l'exploitation du bois scolité, puisque le bois scolité, alors je vous le dis avec mes mots parce que je ne suis pas experte, se situe en cœur de forêt et c'est sur une partie qui est quasiment inexploitable, en fait, qui est vraiment très difficile d'accès et du coup avec des coûts qui sont exorbitants. Et donc l'idée, c'était justement de profiter du projet pour venir traiter cette problématique qui derrière se répandait dans toute la forêt. Et donc ça, on a vraiment travaillé avec les acteurs de la filière, l'ONF, le pôle excellence bois, la commune, etc., les exploitants forestiers, pour apporter une réponse. Mais pour être transparente, c'est vraiment venu en cours de route. C'était pas du tout l'enjeu de départ. Voilà. Pardon, je vais juste prolonger ma question par rapport à votre réponse, parce que vous êtes resté sur le bois scolité. Moi j'évoquais beaucoup plus la biodiversité grise dans l'ensemble des matériaux en tant que tels, puisque notamment dans l'étude d'impact, on parle des effets indirects. Le Conseil d'État est allé encore plus loin dans ce qu'on appelle le caractère indirect de l'impact, qui n'est plus seulement sur le milieu, mais également sur l'élément que l'on conçoit. Alors, pour répondre sur les questions de l'évaluation environnementale, on le fait quasiment jamais, pour être très honnête. C'est presque un non-sujet, à dommage. Et puis après, on le fait plus dans les démarches de certification et de labellisation, pour le coup. Et donc, la part de matériaux biosourcés, en effet, elle contribue à cette biodiversité, enfin, elle préserve cette biodiversité qu'on ne voit pas. Donc, oui, quand vous faites tout en béton, vous allez chercher des granulats, vous allez chercher du ciment, vous allez consommer de l'eau et vous allez taper des milieux d'habitat naturel en dehors de votre zone, en France, en Chine ou je sais où, pour aller ramener ces matériaux. Donc, c'est vrai que cette démarche de matériaux biosourcés a des impacts positifs aussi pour la biodiversité, mais qu'on ne voit pas. Donc nous, on pousse aussi pour ces matériaux biosourcés pour d'autres raisons, mais aussi pour ces raisons-là. Voilà. Ensuite, sur la question de l'écosystème bâtiment, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça parce qu'il y a des questions d'échelle et d'air vital. C'est-à-dire que nous, on a fait du suivi sur Confluence, on suit tout, c'est assez rigolo parce qu'on suit tous les aménagements qu'on est en train de faire sur Confluence et on voit ça. Sur les espèces d'orthoptères qui sont les criquets et les sauterelles, vous laissez 200 mètres carrés de friche et on a vu une dizaine d'espèces revenir sur 200 mètres carrés de friche. Donc là, à l'échelle d'un projet immobilier, c'est tout à fait jouable de faire ça. Et quand on parle d'un oiseau, on ne voit pas d'impact parce que l'oiseau, son air vital, c'est au moins un rayon de 500 mètres carrés, 500 mètres, voire plus. Et donc là, il n'y a pas d'impact. Le bâtiment n'est pas à l'échelle. Donc là, l'échelle, c'est l'aménagement, c'est le document de planification. Et c'est là où il faut toujours se méfier. Quand on colle, c'est ce que je disais, un nichoir à hirondelle sur un bâtiment, c'est vachement bien. Mais une hirondelle, ça mange des insectes. S'il n'y a pas de zone pour manger des insectes autour du nichoir, il n'y a aucun intérêt de faire le nichoir. Donc, il faut toujours réfléchir avec ces histoires d'échelle imbriquées, etc., emboîtées.
Et moi, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la diversité des projets. Et je me méfie de l'homogénéisation des projets, même par nos pratiques de certification. C'est-à-dire que par nos propres labels et certifications, on en vient tous à faire la même chose. Alors qu'en fait, je pense que l'intérêt, ce serait de faire différemment et qu'on ait plein de projets différents dans la ville et on aurait plus de diversité au final. Donc voilà, donc l'échelle du bâtiment ne répond pas au cycle biologique de toutes les espèces et donc c'est un contributeur dans un aménagement d'ensemble et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Non, c'est juste pour rebondir sur sur la nécessité d'avoir une diversité de projets. Je pense que dans ce cadre-là, l'outil du coefficient de biotope par surface dans les PLU qui permet de donner une note, on va dire, différente selon les solutions techniques qui sont retenues dans le cadre des projets, en privilégiant toujours la solution de la pleine terre, parce que comme vous disiez, globalement c'est la seule solution qui est la plus intéressante. Mais en revanche, aussi envisager de la toiture végétalisée, des murs végétalisés, en se disant que ça va avoir une valeur écologique moins importante, mais potentiellement qu'on peut compenser une perte de pleine terre par d'autres surfaces comme ça. Je pense que c'est un instrument, alors aujourd'hui, qui est assez critiqué parce qu'effectivement la manière dont c'est calculé est toujours forcément pas tout à fait pertinente et scientifique, mais je pense que c'est un instrument justement qui permet une certaine souplesse et qui permet une diversité de projets parce que ça laisse le choix des armes aux porteurs de projets et de faire le choix des solutions techniques qui sont choisies pour. En tant qu'AMO, moi je défends l'objectif du résultat et pas de moyens et je laisse les moyens à la conception et à la maîtrise d'œuvre. Et je pense que ça c'est très important. Okay. Bonsoir. J'aimerais savoir, dans l'immobilier, où se situe selon vous la frontière entre une démarche réellement écologique et un simple greenwashing? Comment un promoteur peut-il prouver que ses engagements sont authentiques? Alors j'ai hâte de répondre. Merci pour la question parce que je me pose moi-même la question dans mes propres pratiques. Donc voilà, je trouve que la question est passionnante et j'ai aussi hâte d'entendre vos réponses parce que je pense que vous aurez peut-être des réponses qui seront plus concrètes que les miennes. Moi, je peux vous parler par exemple d'un projet sur lequel, bon, je pense que vous vous en doutez, je suis quand même très engagée dans ce que je fais et j'aime beaucoup mon métier. Donc bien sûr, j'essaye de ne pas tomber dans ce travers. Je travaille actuellement sur un projet pour lequel on a une mission d'assistance sur justement un projet de régénération urbaine qui conduirait derrière à un projet immobilier. C'est vraiment une démarche très très intéressante. On est à peu près 15 opérateurs à travailler sur le sujet avec toute la maîtrise urbaine à côté de nous dans une démarche partenariale qui a tout pour porter ses fruits. Malgré tout, on est sur un sujet qui est tellement peu abordé jusqu'ici, on a tellement peu de référentiels que moi-même dans cette démarche, je m'interroge régulièrement sur voilà, essayer de faire un pas en arrière pour se regarder et se dire quels sont les mots qu'on utilise, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement vers quelle orientation on veut aller. Voilà, moi d'une manière un peu plus concrète, je suis contre les labels. C'est aussi une position qu'on a chez Habité, de se dire que en fait c'est pas la solution et que notre engagement ne devrait pas avoir cette sorte de validation financière, parce qu'en plus ça coûte très cher. Mais je peine à avoir des réponses plus concrètes. Bah, nous, en tant que bureau d'études, on a toujours peur d'être instrumentalisé. Et de savoir si on nous demande du vrai ou du faux, ou du beau ou du fond. C'est difficile de savoir quand on nous passe la mission. Ça, c'est très difficile. La réponse, on l'a à la fin. Donc à la fin, bah, c'est est-ce qu'on pense que ce qu'on a mis en place, ça va être attractif? Est-ce qu'il y aura une pérennité de la mesure? Est-ce que c'est intéressant, mais pour quelle cible? C'est ce qu'on se dit. Est-ce que c'est pour les insectes? Est-ce que c'est pour les oiseaux? Est-ce que c'est pour les chauves-souris? Donc ça, après, quand nous, on intervient,
évidemment qu'il y a des choses qui nous font bondir. Si le mec il nous dit mettez-moi 10 nichoirs à la maison charbonnière, oui, mais la maison charbonnière, elle a un territoire, elle est territoriale, elle acceptera pas une autre maison charbonnière à moins de 200 mètres de chez elle. Donc ça sert à rien de me coller 7 nichoirs à maison charbonnière sur le terrain, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est notre job. Et là, c'est vraiment, moi, ça nous est arrivé très peu souvent, mais ça nous est arrivé quelques fois de dire on se retire du projet. Parce que là, nous, notre place, elle y est plus, quoi. Elle y est plus. Et là, c'est les arbitrages de la maîtrise d'ouvrage, très clairement. Hein, c'est à la maîtrise d'ouvrage de faire ça. Mais on est d'accord. J'ai vu plein de projets où ça tient plus du greenwashing que ça. J'ai vu des nichoirs. Alors, j'ai vu des nichoirs pour des espèces qui ne sont pas présentes dans la zone, donc c'est un peu débile. J'ai vu des nichoirs positionnés au nord à 2 mètres alors qu'il faut les mettre à 5 mètres au sud, etc. Donc ça ne sert à rien. Alors, il y a du greenwashing et il y a aussi de la mauvaise compréhension, et ça c'est notre job, des enjeux écologiques. C'est-à-dire que le mec, on lui a dit de mettre des nichoirs, j'ai accroché des nichoirs dans les arbres. Ah bah ouais, t'aurais dû nous demander de venir parce qu'en fait, tu l'as accroché mais il est mal mis. Et donc ça, c'est une mauvaise compréhension. Donc il y a les deux. Du vrai greenwashing, je pense quand même qu'il y en a de moins en moins parce que c'est quand même dénoncé par les associations, etc., etc. Et ça commence à être... Alors, le greenwashing à l'envers, quand on se fait choper en opération de greenwashing, en termes de com, je pense pour un opérateur, c'est assez terrible. Donc, ça se voit moins. Mais c'est très difficile de mettre la jauge. Et souvent, c'est pas du greenwashing, mais moi, ce que je vis, c'est la baisse en fait, comment dire, la contrainte économique qui fait qu'au début, on me dit, tu vas taper l'écologie tout en haut et tu vas me viser le super label biodiversité, etc., etc. Et puis après, on me dit, ah ouais, alors le projet il est plus cher, alors il faut faire des économies. Et puis généralement, c'est toujours l'environnement qui fait l'objet des coupes dans le budget. Donc c'est plutôt ça ma réalité de projet, c'est entre les ambitions initiales et la réalité qu'on est souvent déçu. Pas tant. En fait, moi, je pense que, je pense que c'est difficile effectivement de définir ce que c'est que le greenwashing, a fortiori quand on est juriste. Mais je pense qu'il y a déjà une attention portée sur. Ouais, je sais que même s'il y a une définition maintenant qui existe du greenwashing, mais il y a une attention qui est portée quand même sur la cohérence des activités du promoteur. Et ça, je pense que l'attention qui est portée sur le devoir de vigilance et sur les plans de vigilance, je pense, va peut-être permettre un peu de séparer la lie de l'ivraie et de voir un peu quels sont les promoteurs qui sont vraiment engagés dans une démarche sincère et lesquels sont un petit peu en train de faire du greenwashing. Je pense que la question de la pérennisation des engagements qui ont été pris et de effectivement faire en sorte que les démarches qui ont été engagées ne sont pas seulement des démarches qui terminent au moment de la livraison, et ce dont on a parlé du coup, potentiellement mobiliser des outils qui permettent de faire en sorte que ce soit des mesures qui sont dans le temps. Je pense que ça éloigne aussi un peu le risque de greenwashing, parce que s'engager dans le temps, c'est autre chose que de faire de la communication au moment où on vend. Et le dernier élément aussi, c'est, je pense, sur l'étendue de l'engagement. Je le disais tout à l'heure, mais il y a des engagements qui sont contraints. Il y a des choix qui sont des non-choix parce que c'est de la contrainte réglementaire. Et ériger ces choix-là comme des choix environnementaux pour faire un peu la pub du projet, je pense que c'est là où on se situe effectivement dans une démarche de greenwashing, mais peut-être aller plus loin et on parlait tout à l'heure d'anticiper la contrainte, de faire en sorte qu'on soit jamais contraint parce qu'en fait on va plus loin que ce que le droit demande. Je pense que c'est là effectivement qu'on se situe dans une démarche qui est une démarche vertueuse. Et après, la question de est-ce que c'est animé par une volonté de communication ou est-ce que c'est une démarche sincère? Je pense que ça, c'est une question qui est beaucoup plus difficile à répondre, mais je pense qu'on est déjà dans la bonne dynamique en tout cas. Merci Tom. Et puis le droit est normalement quand même souvent assez lent. Donc normalement, c'est quand même c'est pas très compliqué de devancer le droit normalement.
Je pense qu'il y a une question de comportement de groupe aussi. Je pensais à ça en t'écoutant parler, mais peut-être que ça peut aussi être une partie de la réponse. Voilà, on est aussi beaucoup alimenté, nous, en tant que promoteurs immobiliers, par nos échanges avec nos pairs, ce qui est hyper important dans notre métier, pour faire évoluer notre pratique. Et peut-être qu'il y a aussi ça qui est important, de réussir à faire des pas de côté régulièrement et à prendre un petit peu de recul sur les discours qu'on porte collectivement. Parce que je pense que c'est un sujet qui n'a pas de fin, qui a vraiment besoin d'être abordé dans une démarche de recherche permanente. Voilà, c'est pareil, c'est pas une réponse très concrète, mais je pense que ça fait quand même partie de la réponse. Ouais. Merci à toi.